Vous rêvez de parterres de tulipes majestueuses et de narcisses éclatants qui font l'envie de tout le voisinage, mais chaque année, malgré tous vos efforts, le résultat est un peu décevant, des fleurs petites, des tiges fragiles, et si je vous disais que le problème n'est pas votre main, mais une ou plusieurs erreurs que presque tout le monde commet sans même le savoir. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement vous dire quoi faire, nous allons vous révéler ce qu'il faut absolument arrêter de faire. Restez jusqu'à la fin car l'erreur numéro 1 est si contre-intuitive que vous ne la devinerez jamais et c'est elle qui fait toute la différence entre un petit bulbe et un bulbe absolument énorme. Avant de plonger dans les erreurs à ne pas commettre, comprenons rapidement ce qu'est un bulbe. Ce n'est pas juste une sorte de graine bizarre. Un bulbe est une véritable usine de stockage souterraine. C'est un organe de réserve rempli de nutriments, un peu comme une batterie rechargeable pour la plante. Toute l'énergie nécessaire pour produire les racines, les feuilles et surtout cette fleur magnifique au printemps est contenue à l'intérieur. Par conséquent, la logique est simple. Plus le bulbe est gros et en bonne santé, plus il a stocké d'énergie. Et plus il a d'énergie, plus la fleur sera grande, vigoureuse et éclatante. Notre objectif n'est donc pas seulement de faire pousser une fleur cette année, mais de s'assurer que le bulbe puisse se recharger et grossir pour être encore plus spectaculaire l'année suivante. C'est un investissement à long terme dans la beauté de votre jardin. Commençons par la toute première erreur, celle qui se produit avant même que le bulbe ne touche la terre. Le mauvais timing de plantation. Beaucoup de jardiniers, surtout les débutants, sont tellement excités de recevoir leur commande de bulbes qu'ils les plantent immédiatement. C'est une erreur critique. Pour les bulbes qui fleurissent au printemps, comme les tulipes, les narcisses ou les jacinthes, la plantation doit se faire en automne. Mais le mot automne est large. Le véritable indicateur, le secret, c'est la température du sol. Idéalement, le sol doit être durablement en dessous de 15 degrés Celsius. Planter trop tôt, quand la terre est encore chaude, envoie un mauvais signal au bulbe. Il peut commencer à produire des feuilles, pensant que le printemps est déjà là. Ces jeunes pousses tendres seront alors complètement détruites par les premières gelées, gaspillant une énergie vitale que le bulbe aurait dû conserver pour sa survie hivernale et sa floraison printanière. C'est comme forcer un athlète à courir un sprint juste avant un marathon. Il s'épuise, et le résultat final est compromis. Pour un bulbe, cela signifie une fleur chétive, ou pire, aucune fleur du tout. A l'inverse, planter trop tard est tout aussi problématique. Si vous attendez que le sol soit presque gelé, le bulbe n'aura pas assez de temps pour accomplir une tâche essentielle avant le grand froid, développer son système racinaire. Ses racines sont son encre et sa paille. C'est par elles qu'il va s'hydrater et commencer à puiser les nutriments du sol au printemps. Sans un bon réseau de racines établi pendant l'automne, le bulbe est vulnérable. Il risque de pourrir dans un sol froid et humide ou de ne tout simplement pas avoir la force de pousser lorsque les températures remonteront. Le timing parfait se situe donc dans cette fenêtre où le sol est frais mais pas encore gelé, donnant plusieurs semaines au bulbe pour s'installer confortablement. Un bon repère est de planter après la première gelée légère, mais bien avant que le sol ne gèle en profondeur. Ce simple ajustement de calendrier est la première étape fondamentale pour garantir que votre bulbe démarre sa vie dans votre jardin du bon pied, prêt à accumuler de l'énergie plutôt qu'à lutter pour sa survie. C'est la fondation sur laquelle tout le reste sera construit. Passons à la deuxième erreur monumentale, la profondeur de plantation. C'est un détail qui semble mineur, mais qui a des conséquences gigantesques sur la santé et la taille future de votre bulbe. Il existe une règle d'or, simple et universellement reconnue par les jardiniers expérimentés. Planter le bulbe à une profondeur équivalente à environ 3 fois sa propre hauteur. Par exemple, un bulbe de narcisse qui mesure 5 cm de haut devrait être planté avec sa base à 15 cm sous la surface du sol. Pourquoi cette règle est-elle si importante ? Parce que la profondeur influence directement la température et l'humidité que le bulbe subit. Une plantation correcte protège le bulbe des fluctuations de température brutales à la surface, notamment les cycles de gel et de dégel en hiver qui peuvent l'endommager ou même le faire remonter à la surface. Elle le protège aussi de la chaleur et de la sécheresse de l'été. C'est un cocon protecteur qui lui offre un environnement stable pour se développer. Ignorer cette règle, c'est exposer vos précieux bulbes à un stress inutile qui va freiner leur croissance. Que se passe-t-il si vous vous trompez ? Si vous plantez le bulbe trop près de la surface, les problèmes sont multiples. Premièrement, il est exposé au gel comme nous l'avons vu. Deuxièmement, il risque de se dessécher rapidement. Troisièmement, il peut produire beaucoup de petits bulbilles, des bébés bulbes, au lieu de concentrer son énergie à grossir lui-même. C'est une stratégie de survie, mais ce n'est pas ce que nous voulons pour avoir de grosses fleurs. A l'inverse, si vous l'enterrez trop profondément, vous l'épuisez.
La jeune pousse devra dépenser une quantité d'énergie phénoménale juste pour atteindre la lumière du soleil. C'est une course contre la montre qu'elle risque de perdre. Souvent, la plante n'arrive jamais à percer la surface ou, si elle y arrive, elle est si affaiblie qu'elle produit une fleur minuscule et ne parvient pas à recharger son bulbe pour l'année suivante. C'est un véritable gaspillage. Mesurez vos bulbes, sortez votre règle et donnez-leur la profondeur parfaite. C'est un petit effort qui garantit que l'énergie du bulbe est utilisée pour la floraison et non pour une lutte désespérée pour la survie. La troisième erreur nous amène au fondement même du jardinage, le sol. Vous pouvez avoir le meilleur bulbe du monde, planté au bon moment et à la bonne profondeur. Si vous le mettez dans un sol inadéquat, c'est l'échec assuré. L'ennemi public numéro 1 du bulbe, c'est l'eau stagnante. Les bulbes détestent avoir les pieds dans l'eau. Un sol mal drainé, lourd et argileux est une condamnation à mort. L'excès d'humidité pendant l'hiver va inévitablement provoquer la pourriture. Le bulbe va littéralement se transformer en bouillie. C'est pourquoi la phrase que vous devez graver dans votre esprit est « sol bien drainé ». Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela veut dire un sol qui laisse l'eau s'infiltrer rapidement au lieu de former des flaques. Avant même de creuser le trou de plantation, vous devez évaluer votre terre. Prenez une poignée de terre humide et serrez-la. Si elle forme une boule compacte et collante qui ne se défait pas, vous avez un sol argileux. Si elle s'effrite et ne tient pas, il est probablement sableux. L'idéal est un juste milieu, un sol meuble et riche en matière organique. Heureusement, quel que soit votre type de sol, vous pouvez l'améliorer. C'est ce qu'on appelle l'amendement. Si votre sol est lourd et argileux, vous devez l'alléger et améliorer son drainage. L'ajout de compost bien mûr, de sable grossier ou de gravillon fin dans le trou de plantation et dans la terre environnante va créer des poches d'air et des canaux pour que l'eau s'écoule. Ne faites jamais l'erreur de simplement creuser un trou dans l'argile et de le remplir de bon terreau. Vous créeriez ce qu'on appelle un effet de pot, une sorte de piscine souterraine où l'eau va s'accumuler et faire pourrir votre bulbe. Il faut travailler la zone plus largement. Si votre sol est trop sableux, il draine trop vite et ne retient ni l'eau ni les nutriments. Dans ce cas, l'ennemi était le dessèchement. L'ajout généreux de compost, de tourbe ou de terreau de feuilles va agir comme une éponge, améliorant la rétention d'eau et apportant les éléments nutritifs nécessaires. Préparer le lit de plantation est un travail qui paie d'énormes dividendes. C'est offrir à vos bulbes un foyer 5 étoiles où ils pourront prospérer. La quatrième erreur est de négliger un facteur aussi évident que vital, la lumière du soleil. La plupart des bulbes à floraison printanière sont de grands amateurs de soleil. Ils en ont besoin pour réaliser la photosynthèse, ce processus magique qui transforme la lumière en énergie. C'est cette énergie qui, après la floraison, sera stockée dans le bulbe pour la saison suivante. Si vous plantez vos tulipes ou vos narcisses dans un coin ombragé de votre jardin, sous un grand arbre dense ou à l'ombre d'un mur, vous compromettez gravement leur capacité à se recharger. La première année, ils fleuriront probablement assez bien car ils utilisent l'énergie accumulée chez le producteur. Mais vous remarquerez que la deuxième année, la floraison sera plus faible et la troisième, ils auront peut-être même disparu. C'est parce qu'ils n'ont pas pu faire de réserve. Ils ont dépensé toute leur batterie sans pouvoir la recharger. L'idéal pour la majorité des bulbes est un emplacement qui reçoit au moins 6 heures de soleil direct par jour pendant leur période de croissance active, c'est-à-dire au printemps, lorsque le feuillage est présent. Il y a une petite astuce à connaître cependant. Vous pouvez tout à fait planter vos bulbes sous des arbres à feuilles caduques. Pourquoi ? Parce que les bulbes de printemps, comme les crocus, les scylles ou les narcisses précoces sortent de terre, fleurissent et développent leur feuillage très tôt en saison, avant même que l'arbre n'ait déployé toutes ses feuilles. Ils profitent ainsi du plein soleil du début du printemps. Au moment où le feuillage de l'arbre devient dense et crée de l'ombre, les bulbes ont déjà terminé leur cycle de recharge et entrent en dormance. C'est une synergie parfaite. En revanche, méfiez-vous des conifères ou des endroits qui sont à l'ombre toute l'année. En plus du manque de lumière, ces zones peuvent aussi être trop sèches, car les grands arbres sont de véritables pompes à eau. Observez la course du soleil dans votre jardin avant de décider où planter. Choisir le bon emplacement, c'est comme choisir la bonne place à table pour un festin de lumière. C'est donner à vos bulbes toutes les chances de se gorger d'énergie pour devenir plus gros et plus forts. Voici une erreur très courante, dictée par l'enthousiasme, la surpopulation. En voulant créer un effet de masse spectaculaire et immédiat, on a tendance à planter les bulbes beaucoup trop près les uns des autres. On les serre comme des sardines dans une boîte. Si l'effet visuel peut être réussi la première année, c'est une stratégie désastreuse à moyen et long terme. Il faut se rappeler que les bulbes sont des êtres vivants en compétition pour des ressources limitées.
Ils se battent pour la lumière, pour l'eau et pour les nutriments présents dans le sol. Quand ils sont trop serrés, cette compétition devient féroce. Les plus forts survivent, mais même eux ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel. Les plus faibles s'étiolent et finissent par disparaître. Un espacement adéquat est donc essentiel. Il permet à chaque plante d'avoir son propre espace vital, de développer un système racinaire robuste et d'étaler son feuillage pour capter un maximum de lumière sans être gêné par ses voisins. Un bulbe à l'aise est un bulbe qui peut se concentrer sur sa propre croissance et son stockage d'énergie. De plus, la surpopulation crée un environnement propice au développement et à la propagation des maladies. Le manque de circulation d'air entre les plantes favorise l'apparition de champignons comme le botrytis. Si une plante est malade, la proximité immédiate des autres assure une contagion rapide et dévastatrice. Alors, quel est le bon espacement ? Cela dépend de la taille du bulbe à maturité. En règle générale, laissez un espace d'environ 2 à 3 fois le diamètre du bulbe entre chacun. Pour de gros bulbes comme les tulipes ou les narcisses, cela signifie souvent entre 10 et 15 cm de distance. Pour les plus petits, comme les crocus ou les muscaries, 5 à 8 cm peuvent suffire. Cela peut paraître clairsemé au moment de la plantation, mais faites confiance au processus. Au printemps, le feuillage remplira l'espace et surtout, vous donnez à vos bulbes la place nécessaire non seulement pour s'épanouir, mais aussi pour se multiplier naturellement au fil des ans, créant un massif de plus en plus beau et dense, mais de manière saine et durable. Ne sacrifiez pas la santé à long terme de vos plantes pour un effet instantané. La 5e erreur concerne la nutrition. Beaucoup de gens pensent qu'un bulbe contient déjà tout ce dont il a besoin et qu'il n'est pas nécessaire de le fertiliser. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai que le bulbe arrive avec une réserve d'énergie pour sa première floraison. Mais c'est faux de penser qu'il peut se contenter de cela année après année, surtout si votre sol n'est pas particulièrement riche. Pour que le bulbe grossisse et se régénère, il a besoin d'un apport extérieur en nutriments, tout comme nous. L'erreur la plus commune en matière de fertilisation est d'utiliser le mauvais type d'engrais. Beaucoup de jardiniers utilisent un engrais universel, souvent riche en azote. L'azote, symbolisé par la lettre N sur les paquets d'engrais, favorise la croissance du feuillage. C'est super pour la pelouse, mais pour les bulbes, un excès d'azote va produire de grandes et belles feuilles au détriment du bulbe lui-même et de la fleur. Toute l'énergie de la plante part dans la production de verre et non dans le stockage souterrain ou dans la floraison. Cela peut même rendre les bulbes plus vulnérables aux maladies. Ce dont un bulbe a réellement besoin, ce sont du phosphore, P, et du potassium, K. Le phosphore est essentiel pour le développement des racines et la floraison, tandis que le potassium renforce la vigueur générale de la plante et aide le bulbe à mûrir et à stocker des réserves. Recherchez donc un engrais spécialement formulé pour les bulbes ou un engrais pauvre en azote mais riche en phosphore et potassium. La poudre d'os est un excellent amendement organique riche en phosphore. Quand fertiliser, il y a 2 moments clés. Le premier est au moment de la plantation. Incorporez une poignée d'engrais pour bulbes ou de poudre d'os dans la terre au fond du trou de plantation. Cela donnera un coup de pouce au développement des racines pendant l'automne. Le deuxième moment, et le plus important pour la recharge du bulbe, est au début du printemps, juste au moment où les premières pousses sortent de terre. Un apport d'engrais à ce moment-là nourrira la plante pendant sa période de croissance active, lui donnant tous les éléments nécessaires pour produire une belle fleur et surtout pour reconstituer et grossir son bulbe pour l'année suivante. C'est un repas stratégique qui fait toute la différence. Parlons maintenant de l'eau, source de vie, mais aussi cause de mort pour de nombreux bulbes. L'erreur ici n'est pas tant de ne pas arroser, mais d'arroser mal, soit trop peu, soit au mauvais moment. La règle numéro 1, comme nous l'avons vu en parlant du sol, est d'éviter à tout prix l'excès d'eau. Un bulbe qui baigne dans l'eau est un bulbe qui pourrit. Cependant, il y a une période où un bon arrosage est absolument crucial, juste après la plantation en automne. Un arrosage généreux à ce moment-là a plusieurs fonctions. Il permet de tasser la terre autour du bulbe, éliminant les poches d'air qui pourraient le dessécher. Il fournit l'humidité nécessaire pour réveiller le bulbe de sa dormance et stimuler la croissance initiale des racines, qui est, je le répète, vitale avant l'arrivée de l'hiver. Après cet arrosage initial, et si votre automne est normalement pluvieux, vous n'aurez probablement plus besoin d'intervenir. La nature s'en chargera. Le danger de la pourriture est bien plus grand que celui de la sécheresse à cette période de l'année. La deuxième période critique pour l'arrosage est le printemps, pendant la phase de croissance active et de floraison. Si le printemps est sec, un manque d'eau peut sérieusement affecter la taille des fleurs et la durée de la floraison. La plante a besoin d'eau pour transporter les nutriments du sol vers les feuilles et les fleurs. Un sol sec à ce moment-là met la plante en état de stress.
Elle produira des fleurs plus petites et sa période de floraison sera écourtée. Surveillez donc le sol. S'il est sec sur plusieurs centimètres de profondeur, n'hésitez pas à faire un arrosage profond. Un arrosage profond est préférable à de multiples arrosages superficiels car il encourage les racines à chercher l'eau en profondeur, rendant la plante plus résistante. Une fois la floraison terminée, vous pouvez réduire progressivement les arrosages. La plante entre en phase de dormance et ses besoins en eau diminuent considérablement. En été, la plupart des bulbes préfèrent un sol sec. Un arrosage estival excessif est une invitation à la pourriture. L'arrosage est donc un art de l'équilibre adapté à chaque saison de la vie du bulbe. Nous arrivons maintenant à l'erreur capitale, la plus fréquente, la plus dévastatrice, celle que je vois commettre dans les jardins partout, tout le temps. C'est l'erreur qui anéantit tous vos autres efforts. Il s'agit de couper le feuillage des bulbes juste après la floraison. Je comprends la tentation. Les fleurs sont fanées, les feuilles commencent à jaunir, à s'affaisser, ce n'est pas très esthétique. On a envie de nettoyer le parterre pour qu'il soit plus joli. C'est la pire chose que vous puissiez faire. C'est un véritable meurtre pour votre bulbe. Pourquoi? Rappelez-vous ce que nous avons dit. Les feuilles sont des panneaux solaires. Leur travail ne s'arrête pas quand la fleur fane. Au contraire, leur travail le plus important commence à ce moment-là. Pendant les quelques semaines qui suivent la floraison, les feuilles travaillent d'arrache-pied. Elles captent l'énergie du soleil par la photosynthèse et la transforment en sucre, en nourriture. Toute cette énergie est alors envoyée vers le bas et stockée dans le bulbe. C'est le processus de recharge de la batterie pour l'année prochaine. Si vous coupez les feuilles, alors qu'elles sont encore vertes, vous coupez littéralement la source d'alimentation du bulbe. Vous le privez de sa nourriture, le bulbe ne peut pas se régénérer, il ne peut pas grossir. Au lieu de cela, il s'épuise. Année après année, il devient de plus en plus petit jusqu'à ne plus avoir la force de fleurir du tout et finalement, il disparaît. La règle est donc absolue. Vous devez laisser le feuillage jaunir et se dessécher complètement de lui-même. C'est le signe que la plante a terminé son travail de transfert d'énergie. Le jaunissement indique que tous les nutriments contenus dans les feuilles ont été rappelés dans le bulbe. Une fois que les feuilles sont jaunes, brunes et sèches, vous pouvez les enlever sans aucun risque, souvent en tirant simplement dessus. C'est un test de patience, je vous l'accorde. Pour masquer ce feuillage vieillissant, vous pouvez planter vos bulbes parmi des plantes vivaces qui prendront le relais et cacheront les feuilles jaunissantes avec leur propre croissance. Mais s'il vous plaît, retenez une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ne coupez jamais le feuillage vert. Une autre erreur, liée à la gestion post-floraison, est de ne pas supprimer les fleurs fanées, une technique connue sous le nom de deadheading en anglais. Contrairement au feuillage qu'il faut laisser, il est très bénéfique d'enlever la fleur dès qu'elle commence à se faner. La raison est simple et purement logique. Le but ultime de toute plante est de se reproduire. Après la floraison, si on la laisse faire, la plante va concentrer une quantité d'énergie considérable à produire des graines. Elle va former une capsule de graines à l'endroit où se trouvait la fleur. Or, la production de graines est l'une des activités les plus énergivores pour une plante. Cette énergie, c'est précisément celle que nous voulons voir stockée dans le bulbe pour la saison suivante. En laissant la plante monter en graines, vous détournez cette précieuse énergie de sa destination la plus importante pour nous, jardiniers, le grossissement du bulbe. C'est un gaspillage monumental qui affaiblit la plante et compromet la floraison de l'année d'après. Heureusement, la solution est incroyablement simple. La technique consiste simplement à couper ou à pincer la tige florale juste en dessous de la fleur fanée. Faites attention à ne couper que la fleur et sa petite tige, et surtout pas les feuilles qui sont attachées à la tige principale. Je le répète, le feuillage est sacré et doit rester intact. Le meilleur moment pour le faire est dès que les pétales perdent leur couleur et commencent à tomber. N'attendez pas que la capsule de graines commence à gonfler. En faisant cela, vous envoyez un signal clair à la plante « Stop !» Pas la peine de faire des graines cette année, redirige toute cette énergie vers le bas, dans le bulbe. La plante obéit et toute l'énergie qui aurait été gaspillée dans la production de semences est alors utilisée pour nourrir et faire grossir le bulbe de réserve. C'est un geste qui prend quelques secondes par plante mais qui peut littéralement doubler la quantité d'énergie stockée. Pour des bulbes comme les tulipes et les narcisses, c'est une étape non négociable si vous voulez qu'ils reviennent en force année après année. C'est l'un des secrets les mieux gardés des jardiniers professionnels. Une autre erreur est de croire que les bulbes sont invincibles et d'ignorer les signes de détresse envoyés par la plante. Comme tous les êtres vivants, les bulbes peuvent être attaqués par des ravageurs ou des maladies. Agir rapidement dès les premiers symptômes peut sauver votre plante et empêcher la propagation du problème à l'ensemble de votre massif.
Un des ravageurs les plus courants est la mouche du narcisse. La larve de cette mouche pénètre dans le bulbe et le dévore de l'intérieur. Si vous remarquez qu'une de vos plantes a des feuilles jaunes prématurément ou ne sort pas du tout au printemps, déterrez le bulbe. S'il est mou et qu'il contient un gros asticot, c'est elle. Malheureusement, il n'y a pas de remède, il faut détruire le bulbe infesté pour éviter que le cycle ne se poursuive. Les limaces et les escargots peuvent aussi s'attaquer aux jeunes pousses tendres, les affaiblissant considérablement. Des méthodes de lutte biologique ou des granulés peuvent être nécessaires pour protéger vos plantes au début du printemps. L'observation régulière de votre jardin est votre meilleure arme de détection précoce. Du côté des maladies, le principal ennemi était la pourriture, souvent causée par un champignon, le fusarium. Elle est directement liée à l'erreur dont nous avons déjà parlé. Un mauvais drainage, un bulbe qui reste dans un sol gorgé d'eau est une cible facile. Les symptômes sont un jaunissement et un flétrissement de la plante. En déterrant le bulbe, vous trouverez une pourriture molle à sa base. Encore une fois, la prévention est la meilleure solution, un sol bien drainé. Une autre maladie, le feu de la tulipe, causé par le champignon Botrytis, se manifeste par des taches et des déformations sur les feuilles et les fleurs. Il n'y a pas de traitement efficace, il faut arracher et détruire les plantes atteintes pour ne pas contaminer le sol et les autres bulbes. L'inspection de vos bulbes avant la plantation est aussi une étape cruciale. Jetez tout bulbe qui semble moisi, mou ou endommagé. Ne plantez que des bulbes fermes et sains. Être un jardinier attentif, c'est être un bon détective, capable de repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Voilà, nous avons fait le tour des erreurs les plus courantes qui empêchent vos bulbes d'atteindre leur plein potentiel. Si l'on résume, tout est une question de logique. Il faut leur donner un bon départ avec une plantation au bon moment, à la bonne profondeur, dans un sol bien préparé et ensoleillé. Il faut les nourrir et les hydrater correctement. Mais le point le plus crucial, le véritable tournant, c'est ce qui se passe après la floraison. Le moment où la plupart des gens pensent que le travail est terminé. C'est là que se joue la réussite de l'année suivante. En laissant le feuillage mourir naturellement et en supprimant les fleurs fanées, vous transformez activement vos plantes en de puissantes usines à énergie dédiées à la création d'un bulbe plus gros, plus fort et promesse d'une floraison encore plus spectaculaire. C'est ce simple changement d'habitude qui sépare les jardins moyens des jardins vraiment époustouflants. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous seront utiles et transformeront vos parterres de fleurs. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils de jardinage. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires quelle est la plus grosse erreur que vous ayez faite avec vos bulbes par le passé. Partageons nos expériences pour tous progresser ensemble. À très bientôt dans le jardin.